Imaginez une voiture avec la tenue de route d'une Formule 1, mais qui pourrit sur pied en 2 ans et vous oblige à démonter la moitié du châssis juste pour changer de simples freins. Dans les commentaires de la vidéo sur la Renault 16, vous avez été des milliers à réclamer la vérité sur les vraies reines de la route italienne. Vous l'avez demandé, je l'ai fait. Les ingénieurs d'Alfa Romeo ont créé une machine si complexe qu'elle ruinait ses propriétaires et rendait les garagistes fous de rage. Aujourd'hui, on dissèque l'Alfa Romeo Alfetta. Vous allez découvrir la sorcellerie mécanique du système transaxle, la vérité sur l'acier soviétique et pourquoi cette voiture cauchemardesque nous manque tant aujourd'hui face à nos SUV modernes totalement insipides. Il existe un proverbe d'une cruauté absolue dans le monde de l'automobile. Une phrase chuchotée, avec un mélange de pitié et de sarcasme dans le fond des ateliers. Le propriétaire d'une Alfa Romeo ne connaît que 2 jours de véritable bonheur dans sa vie. Le jour où il l'achète et le jour où il parvient enfin à s'en débarrasser. Comment une seule et même machine a-t-elle pu concentrer une contradiction d'une telle violence ? Comment une voiture a-t-elle pu être unanimement sacrée comme le plus grand chef-d'œuvre de la dynamique automobile de son époque, le pinacle du plaisir de conduire, tout en s'imposant comme le pire cauchemar financier et psychologique que l'industrie ait jamais infligé à un acheteur ? Nous n'allons pas parler d'une supercar exotique réservée aux milliardaires excentriques. Nous parlons de l'Alfa Romeo Alfetta, une berline. Une voiture apparemment conçue pour emmener les enfants à l'école ou partir en week-end en famille. Mais sous cette robe civile, les ingénieurs milanais, ivres d'orgueil, avaient décidé de commettre un acte de piraterie industrielle d'une audace insensée. Ils ont refusé le pragmatisme morne des constructeurs français ou le conservatisme allemand. Ils ont voulu prendre la sorcellerie mécanique, la violence et la précision chirurgicale des monoplaces de Formule 1 pour l'injecter de force dans une voiture de grande série vendue sur catalogue. C'était un bras de fer contre la raison, un affront direct aux lois de la rentabilité. Les Italiens voulaient dompter la physique, imposer à une simple berline de route un comportement de voiture de course pur sang. Pour y parvenir, il fallait détruire l'architecture même de l'automobile traditionnelle, arracher les organes vitaux de la voiture et les disperser d'un bout à l'autre du châssis. Avez-vous déjà cédé à cette folie ? Avez-vous déjà signé un chèque pour une voiture qui vous faisait pleurer de joie sur la route, mais qui vous a littéralement ruiné, détruisant vos nerfs et votre compte en banque à chaque passage chez le garagiste ? Confessez votre pire erreur passionnelle dans les commentaires, car la souffrance que vous avez vécue n'est rien comparée au supplice qui attendait les acheteurs de cette machine italienne. Les ingénieurs d'Alfa Romeo pensaient avoir trouvé le saint graal de la tenue de route, la formule magique pour écraser toute concurrence sur l'asphalte. Ils ignoraient qu'en cherchant cette perfection géométrique absolue, ils venaient de signer l'arrêt de mort du portefeuille de leurs propres clients. Car pour obtenir cet équilibre surnaturel, ils ont accouché d'un monstre anatomique si dense, si incroyablement complexe, que la moindre défaillance mécanique allait exiger de démembrer la moitié du véhicule. Quel était ce secret de Formule 1 enfoui sous le coffre de l'Alfetta ? Et pourquoi cette quête absolue de l'équilibre parfait allait-elle se transformer en une punition d'une sauvagerie inouïe dès la première révision ? Dans l'aube brumeuse des années 70, l'industrie automobile mondiale est intellectuellement sclérosée, paralysée par un dogme structurel d'un ennui mortel. Ouvrez les entrailles de n'importe quelle berline européenne de l'époque, de la paisible Peugeot française à la statutaire Mercedes allemande. Vous y trouverez invariablement la même anatomie morne, la même disposition paresseuse. Un moteur lourdement planté à l'avant, avec une boîte de vitesse boulonnée directement dans son prolongement, transmettant sa force aux roues arrière. C'est l'architecture universelle, le standard industriel rassurant. Mais sur le plan de la dynamique pure, cette disposition est une aberration absolue. C'est une insulte aux lois de la gravité. Concentrer la masse titanesque du moteur en fonte ou en alliage, couplée au poids de la transmission, directement sur l'essieu avant, crée un déséquilibre foudroyant. La voiture est lourde comme une enclume de forgeron à l'avant et légère comme une plume à l'arrière. Sur la route, le verdict de cette asymétrie pondérale est punitif. À la moindre attaque d'un virage serré sur une route de montagne, la berline s'écrase lamentablement sur ses amortisseurs avant.
Le nez plonge vers l'asphalte avec une inertie effrayante. La voiture refuse de tourner, s'ouvre dangereusement vers le fossé, tandis que l'essieu arrière, totalement délesté de son poids, perd son adhérence et menace de balayer la route à tout instant. C'est la physique pataude d'un camion de livraison imposé aux pères de famille. Les constructeurs acceptent pourtant ce compromis fatal avec une résignation navrante, sacrifiant allègrement l'équilibre en mouvement sur l'autel sacré de la réduction des coûts de fabrication. Mais à Milan, derrière les hauts murs de briques de l'usine d'Arese, la résignation est perçue comme un acte de haute trahison. Pour les ingénieurs d'Alfa Romeo, accepter la médiocrité dynamique est une insulte directe au sang qui coule dans leurs veines. Ces hommes ne sont pas de simples industriels, ce sont les gardiens fanatiques d'un culte de la vitesse. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre de la direction de concevoir une nouvelle berline à 4 portes pour remplacer l'iconique Giulia, ils refusent de se plier aux normes européennes. Pire encore, dans un élan d'arrogance d'une majesté inouïe, ils décident de baptiser leur futur projet d'un nom qui pèse des tonnes d'or, de sueur et de gloire. Alfetta. Ce nom n'a rien d'un hasard marketing, c'est un totem sacré. L'Alfetta originelle, la mythique Tipo 159, n'est autre que le monstre d'acier cracheur de feu qui a écrasé la concurrence mondiale et remporté les 2 tout premiers championnats du monde de Formule 1 de l'histoire, entre les mains gantées des légendaires Juan Manuel Fangio et Nino Farina. Donner le nom du plus grand prédateur des circuits à une banale voiture familiale censée faire les courses le samedi est une promesse de brutalité. C'est un serment fait aux dieux de la piste. Pour honorer un tel patronyme, il est rigoureusement, viscéralement hors de question de livrer une machine déséquilibrée. Sous la direction du grand Orazio Sata Puliga, dont ce sera l'ultime chef-d'œuvre avant que la maladie ne l'emporte, les ingénieurs s'enferment dans les bureaux d'études. Les comptables de l'entreprise s'affolent, ils frappent aux portes, hurlent au désastre financier, exigent une mécanique simple, rationnelle, copiable à l'infini pour faire du profit. Les ingénieurs barricadent les accès, ils méprisent les tableurs financiers. Ils veulent que le père de famille, en allant déposer ses enfants à l'école, ressente exactement le même frisson viscéral, la même incisive géométrie que Fangio attaquant la courbe parabolique de Monza. Ils exigent le saint graal de la course automobile, la répartition des masses parfaite. L'équilibre utopique de 50% du poids sur l'essieu avant et 50% sur l'essieu arrière. Mais la physique est un tyran qui n'accepte aucune négociation. Comment obtenir un équilibre parfait lorsque vous avez un lourd moteur de 2 litres gorgé d'huile logé tout à l'avant et un coffre désespérément vide à l'arrière? Vous ne pouvez pas tricher avec la gravité terrestre. Pensez-vous qu'aujourd'hui, une multinationale de l'automobile oserait risquer sa propre faillite en imposant une architecture de supercar exotique sur une berline de grande diffusion uniquement par fierté d'ingénieur ? Dites-moi dans les commentaires quel constructeur actuel possède, selon vous, encore le cran de défier les financiers pour l'amour pur de la mécanique, ou si l'audace a été définitivement assassinée par les algorithmes de rentabilité. Si l'on veut dompter la balance, la théorie ne suffit plus. Il faut basculer dans la vivisection mécanique. Il faut prendre les organes vitaux de l'automobile, arracher les viscères lourds de leur emplacement naturel et historique et les transplanter violemment à l'autre extrémité du châssis. L'équipe milanaise vient de franchir le point de non-retour. Il s'apprête à séparer le cœur de la machine de son propre système nerveux, tranchant la liaison sacrée entre le moteur et sa transmission, pour exiler la boîte de vitesse et l'embrayage tout au fond du véhicule. Une architecture tellement extrême, tellement intransigeante, qu'elle s'apprête à offrir à l'Alfetta une maniabilité littéralement surnaturelle, mais au prix d'un labyrinthe cinématique d'une complexité si terrifiante qu'il va rendre fou de rage et de désespoir tous les mécaniciens d'Europe. Comment ont-ils pu concevoir une telle hérésie et quelle était cette fameuse géométrie secrète, partagée uniquement avec les plus élitistes des Ferrari, qui allait transformer cette berline en l'arme absolue des cols de montagne? L'amputation est d'une sauvagerie inouïe. Pour vaincre le déséquilibre fatal du lourd moteur avant, les ingénieurs milanais prennent une décision qui relève de la vivisection mécanique et de l'alchimie pure. Ils refusent le conformisme. Ils détachent la boîte de vitesse et l'embrayage du bloc moteur, tranchant le lien ombilical historique de l'automobile traditionnelle. Ils saisissent ce bloc d'engrenage massif pesant des dizaines de kilos et l'exilent tout au fond du châssis, le fusionnant intimement avec le pont arrière.
Dans le jargon feutré des bureaux d'études de la Formule 1, cette architecture porte un nom qui claque comme un coup de fouet, le système transaxle. Jusqu'ici, cette sorcellerie géométrique était le privilège absolu des divinités de la piste ou des purs sangs intouchables signés Ferrari et Porsche. L'imposer sur une berline à 4 portes destinée au grand public est une insolence technique absolue. Car les conséquences dynamiques sont miraculeuses. En repoussant ces masses mortes vers la poupe, l'Alfetta atteint l'équilibre mythique, le saint graal de la dynamique automobile. 50% du poids repose sur l'essieu avant, 50% sur l'essieu arrière. La machine est soudainement en parfaite lévitation balistique. L'arbre de transmission, qui traverse le centre de la voiture, ne tourne plus à la vitesse des roues, mais à la vitesse fulgurante du moteur lui-même, vibrant comme une corde de piano sous tension. Mais une répartition des masses parfaite ne sert rigoureusement à rien si les pneus ne parviennent pas à mordre le bitume lors des appuis extrêmes. À l'arrière, les Italiens refusent l'essieu rigide archaïque qui fait rebondir les voitures concurrentes. Mais ils rejettent également la suspension totalement indépendante, qui modifie dangereusement l'angle d'inclinaison des roues dans les virages serrés. Pour dompter l'asphalte, ils exhument un concept légendaire des circuits des années 30, l'essieu de Dion. Il s'agit d'un lourd tube d'acier rigide qui relie les deux moyeux arrière, les forçant à rester perpétuellement, obsessionnellement perpendiculaires à la route. Peu importe si la carrosserie de la voiture penche, s'incline ou souffre sous la force centrifuge d'une courbe prise à très haute vitesse, l'essieu de Dion garantit que la bande de roulement des pneus reste écrasée parfaitement à plat sur l'asphalte. La motricité devient démoniaque. L'obsession de la légèreté et de la précision vire alors à la psychose clinique. Pour que ces roues arrière épousent la moindre imperfection de la route à la vitesse de l'éclair, il faut les soulager de tout poids inutile. Les ingénieurs regardent les lourds disques de frein en fonte collés derrière les jantes et prennent une nouvelle décision radicale. Ils arrachent les disques et les étriers des roues et les déplacent vers l'intérieur même du châssis, les fixant directement en sortie de la boîte de vitesse transaxle. Les masses non suspendues sont drastiquement réduites. Les roues arrière de l'Alfetta, libérées de leur chaîne, réagissent avec la vivacité d'un ressort de montre suisse. C'est l'architecture des inboard brakes, une folie d'ingénierie coûteuse et prodigieuse. Sur la route, la sanction pour la concurrence allemande et française est une humiliation publique, un véritable bain de sang dynamique. Prenez un conducteur au volant de cette Alfetta. Engagez-le sur une route sinueuse des Alpes ou un col escarpé de l'arrière-pays niçois et observez le massacre. Devant lui, un riche industriel bavarois peine à maintenir sa lourde BMW ou sa Mercedes bourgeoise sur la trajectoire, les pneus hurlant à la mort, le train avant s'effondrant sous le poids du sous-virage. L'Alfetta, elle, ne subit pas le virage, elle le sculpte. Elle s'inscrit dans la courbe avec la précision chirurgicale d'un scalpel. L'avant mord la corde et l'arrière, magistralement ancré par le tube de Dion, enroule la trajectoire avec une douceur télépathique. Le conducteur ressent chaque grain de goudron. Chaque transfert de charge remonte directement le long de sa colonne vertébrale. C'est l'extase absolue. L'impression d'invincibilité est totale, toxique, profondément addictive. L'homme derrière le volant n'est plus un simple automobiliste. Il est devenu un maestro de la gravité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de fusion télépathique avec une machine ? Ce moment de grâce absolue où la voiture semble anticiper vos pensées à la milliseconde près avant d'attaquer une courbe serrée. Avez-vous eu la chance de piloter une architecture transaxle ou un châssis si parfaitement équilibré qu'il a ruiné à jamais votre perception de toutes les autres voitures ? Racontez-nous ce frisson dynamique inoubliable dans les commentaires, car la beauté de cette perfection théorique dissimulait une faille béante. L'Alfetta était un chef-d'œuvre de la dynamique. Sur les tables à dessin millimétrés des ingénieurs d'Arès, c'était incontestablement la berline la plus avancée du monde. Mais il existe une frontière meurtrière entre la pureté étincelante d'un plan d'ingénieur et la réalité poisseuse des chaînes de montage de grande série. Pour que ce miracle existe, les Italiens avaient enfanté un monstre anatomique. En exilant la boîte de vitesse tout à l'arrière,
tout en gardant le levier de vitesse sous la main droite du conducteur à l'avant, il venait de créer un vide physique vertigineux. Il fallait désormais relier l'homme à la mécanique à travers un gouffre de plus de 2 mètres de long sous le plancher. Cette simple nécessité anatomique allait engendrer un compromis d'une atrocité inouïe. La sophistication sublime de la Formule 1 s'apprêtait à entrer en collision frontale avec des matériaux bas de gamme et une exécution industrielle si catastrophique qu'elle allait transformer la conduite en une véritable torture. Comment ce saint graal de l'équilibre a-t-il pu accoucher de la pire commande de boîte de vitesse de l'histoire? Et surtout, par quelle malédiction métallurgique indicible cette beauté transalpine allait-elle se mettre à fondre vivante, dévorée par un acide invisible dès la toute première goutte de pluie d'automne? La réponse à ce gouffre physique, de plus de 2 mètres séparant la main du conducteur de la boîte de vitesse exilée sur le train arrière, est une tragédie mécanique absolue. Pour relier le levier à la transmission, les ingénieurs milanais n'ont eu d'autre choix que d'inventer une tringlerie tentaculaire, une longue tige métallique articulée traversant l'intégralité du soubassement de la voiture, suspendue par des rotules fragiles et des silentes blocs en caoutchouc qui cuisaient littéralement au-dessus de la ligne d'échappement brûlante. Sur le papier du bureau d'études, le schéma fonctionnait. Sur l'asphalte, c'était un désastre humiliant. La précision diabolique du système transaxle était anéantie par cette connexion lointaine et élastique. Au lieu du verrouillage franc et viril qu'exige une voiture de sport, le maniement du levier de l'Alfetta était flou, spongieux, aléatoire. La presse automobile de l'époque a d'ailleurs crucifié cette commande de boîte, avec une métaphore cruelle et restée célèbre. Changer de vitesse à bord d'une Alfetta, c'était comme essayer de remuer une soupe très épaisse avec une très longue cuillère en bois. La synchro de la deuxième vitesse, notoirement sous-dimensionnée, craquait avec un hurlement de pignon agonisant au moindre rétrogradage un peu viril. L'homme qui se prenait pour un pilote invincible dans les virages se retrouvait soudainement à broyer sa boîte de vitesse en pleine ligne droite, l'ego fracassé devant ses passagers. Mais rater un rapport et abîmer son orgueil n'était qu'une piqûre de moustique face à la véritable damnation qui attendait l'acheteur. Car le génie absolu de la conception dynamique venait de percuter frontalement la pire exécution industrielle de l'histoire du continent européen. Le pacte avec le diable n'avait pas été signé sur l'ingénierie, il avait été signé sur la matière elle-même. L'acier de l'Alfa Romeo Alfetta portait en lui les gènes de sa propre putréfaction. Dans l'Italie des années 70, secouée par des crises économiques et des grèves à répétition, l'industrie automobile cherchait désespérément à rogner sur les coûts des matières premières. Une légende noire, persistante et effrayante, affirme que pour payer de gigantesques dettes commerciales, l'Italie importait massivement de l'acier soviétique recyclé, de qualité exécrable, gorgé de carbone et d'impuretés, qu'elle laissait parfois rouiller à l'air libre sur les docks industriels avant même de l'emboutir. Ajoutez à cela un traitement anti-corrosion virtuellement inexistant et vous obtenez une machine programmée pour l'autodestruction. L'Alfetta ne vieillissait pas, elle se biodégradait à vue d'œil. C'était une lèpre foudroyante. L'heureux propriétaire, qui avait cassé sa tirelire pour s'offrir ce bijou d'agressivité italienne, constatait le désastre dès le premier hiver humide. La peinture commençait à cloquer de manière hideuse. En quelques mois, les bas de caisse se boursouflaient, les arches de roue s'effritaient comme du pain sec, la baie de pare-brise se perforait, laissant l'eau de pluie ruisseler vicieusement derrière le tableau de bord pour inonder les moquettes. On raconte même que certaines voitures neuves, stockées un peu trop longtemps sur les parcs des concessions en bord de mer, étaient déjà attaquées par la gangrène avant même d'être livrées à leur premier propriétaire. Acheter cette berline, c'était regarder un chef-d'œuvre de Michel-Ange se dissoudre lentement sous une pluie d'acide. Et comme si la dissolution charnelle de la tôle ne suffisait pas à briser le moral de l'alphiste, le système nerveux de la voiture sombrait, lui, dans la schizophrénie pure. L'électricité italienne des années 70 relevait du paranormal. Les faisceaux électriques, mal isolés et sujets à des masses aléatoires à cause de la rouille omniprésente, vivaient leur propre existence, totalement indépendante de la volonté du conducteur.
Vous rouliez de nuit sous une pluie battante? Les essuie-glaces décidaient soudainement de faire grève, s'immobilisant au beau milieu du pare-brise. Vous appuyez sur la pédale de frein à un carrefour? Les phares avant s'éteignaient et le klaxon émettait un hoquet pitoyable. Le tableau de bord s'illuminait comme un sapin de Noël, les jauges de température d'eau dansaient la tarentelle, et une angoissante odeur de plastique fondu venait parfois vous chatouiller les narines depuis la colonne de direction. La machine semblait possédée par une conscience malveillante, une volonté propre de vous rendre fou. Avez-vous déjà possédé l'une de ces voitures hantées, dont l'électronique décidait de vous abandonner au pire moment possible, ou dont la carrosserie tombait en miettes alors que le moteur tournait encore comme une horloge? Confessez vos pires crises de nerfs au bord de la route dans les commentaires, car vous allez comprendre que la panne n'était que l'antichambre du véritable supplice. Le propriétaire de l'Alfetta est pris au piège de sa propre passion. Sa voiture se dissout, ses vitesses craquent, ses fils électriques fument et son ego est en miettes. La seule issue de secours est d'emmener la belle italienne malade chez le mécanicien pour tenter de conjurer le sort. Mais c'est précisément ici, sous la lumière blafarde d'un pont élévateur, que le génie théorique des ingénieurs d'Arese va se révéler être une arme de destruction financière massive. Lorsque le garagiste va lever les yeux vers le châssis pour tenter de réparer ce chef-d'œuvre, il va découvrir que la magnifique architecture transaxle et les audacieux freins inboard exigent une rançon en heures de main-d'œuvre si astronomique qu'elle s'apprête à signer la ruine définitive de l'automobiliste. Comment une simple révision d'usure a-t-elle pu se transformer en un démembrement clinique coûtant le prix d'une voiture d'occasion ? Le pont élévateur gémit dans le silence de l'atelier, hissant la carrosserie déjà marquée par la rouille vers les néons blafards. En bas, le mécanicien essuie ses mains pleines de cambouis sur un chiffon crasseux, lève la tête et éclaire le soubassement de l'Alfetta avec sa baladeuse. Ce qu'il contemple n'est pas une simple architecture automobile, c'est un labyrinthe de la folie, une punition divine infligée par des ingénieurs sadiques à ceux qui doivent réparer leur délire. L'heureux propriétaire de la belle italienne, lui, s'attend à une intervention banale. Ses freins arrière couinent ou son embrayage patine. Sur une brave Renault Sixteen ou une Peugeot four au four, le remplacement des plaquettes de frein prend exactement 30 minutes, montre en main. Vous démontez la roue, vous sortez les plaquettes, vous glissez les nouvelles, vous repartez. C'est simple, c'est rationnel, c'est économique. Mais le mécanicien pointe sa lampe vers l'intérieur des roues arrière de l'Alfetta. Il n'y a pas de frein. Rappelez-vous le génie milanais de la Formule 1, les fameux inboard brakes. Pour réduire les masses non suspendues et gagner quelques millisecondes de réactivité dans les courbes, les ingénieurs d'Arese ont arraché les disques de frein des moyeux de roue pour les repousser tout au fond des entrailles du châssis. Ils les ont collés directement de part et d'autre de la boîte de vitesse. Pour espérer effleurer ces plaquettes, le mécanicien doit littéralement ramper sous la voiture, se faufiler entre les tubes brûlants de la ligne d'échappement, contourner les colliers d'acier, éviter les cardans et se contorsionner au milieu des arbres de transmission. L'opération ne prend plus 30 minutes, elle prend des heures de souffrance physique, de jurons et de sang sur les jointures. Et si par malheur l'embrayage est à remplacer, le diagnostic bascule de la simple galère à la tragédie grecque. Puisque la boîte de vitesse a été exilée à l'arrière pour obtenir l'équilibre parfait de 50-50, l'embrayage l'a accompagné dans sa migration. Il est enfermé dans une cloche confinée, coincé entre l'habitacle et le massif tube de suspension d'Eudion. Pour changer un vulgaire disque de friction, une pièce d'usure banale qui fondait rapidement sous les assauts des conducteurs qui se prenaient pour Juan Manuel Fangio, il faut procéder à une vivisection à ciel ouvert. Le mécanicien doit démonter la ligne d'échappement intégrale, désaccoupler le gigantesque arbre de transmission qui traverse toute la voiture, affronter l'essieu arrière et faire basculer l'ensemble monumental de la boîte transaxle vers le sol. C'est un démembrement chirurgical qui paralyse le pont élévateur du garage pendant des jours entiers. Le temps de main-d'œuvre s'accumule à une vitesse terrifiante. Lorsque le garagiste, l'air sombre, s'approche du propriétaire dans la salle d'attente pour lui tendre le devis final, l'impact est plus violent qu'un accident frontal. Le montant inscrit au bas de la feuille froissée n'est pas une facture d'entretien, c'est une demande de rançon.
Pour le cadre dynamique qui s'était saigné financièrement ou endetté pour s'offrir le frisson italien et impressionner le voisinage, le verdict est un arrêt de mort budgétaire. Une simple révision approfondie vient de pulvériser ses économies, l'obligeant à choisir entre réparer son caprice mécanique ou payer les traites de sa maison. L'Alfa Romeo, cette maîtresse flamboyante qui faisait jaser tout le quartier, vient de révéler son vrai visage. C'est un trou noir financier. Les familles se déchirent, les épouses hurlent devant les comptes en banque vidés, et la voiture de sport finit inexorablement par rester immobilisée dans le garage. Recouverte d'une bâche poussiéreuse, elle ne hurle plus, car son propriétaire n'a tout simplement plus les moyens de lui rendre sa dignité sur l'asphalte. Pris à la gorge, l'égoïste ruiné n'a plus qu'une seule échappatoire, revendre la bête. Mais c'est précisément à cet instant que le piège de l'Alfa Romeo se referme définitivement, avec le claquement sinistre d'une mâchoire d'acier. La réputation de l'Alfetta s'est propagée sur le goudron comme un poison incurable. Les acheteurs potentiels sont tous au courant. Ils connaissent la rouille foudroyante qui dévore la tôle soviétique, les caprices électriques qui déclenchent des incendies, la commande de boîtes infâmes et les factures d'entretien qui peuvent ruiner un foyer. Du jour au lendemain, le marché de l'occasion s'effondre avec une violence inouïe. L'Alfetta, le chef-d'œuvre de la dynamique mondiale, l'arme absolue des cols de montagne, devient la voiture la plus invendable d'Europe. Les petites annonces des journaux regorgent de modèles bradés à des prix ridicules, suppliant d'être adoptés. La décote est si vertigineuse, si obscène, que revendre la voiture revient à signer un acte de faillite personnelle. Le proverbe d'une cruauté absolue, chuchoté dans les ateliers depuis des générations, prend ici tout son sens originel. Tu te réjouis 2 fois avec ton Alfa Romeo, le jour où tu la paies et le jour où tu arrives enfin à t'en débarrasser. La machine a humilié son propre maître. L'homme qui roulait des mécaniques au feu rouge est devenu un paria, prisonnier d'un tas de rouilles invendables, secrètement moqué par le conducteur de la Renault 16 qui, lui, revend sa paisible et fiable berline beige sur le marché de l'occasion sans perdre le moindre centime. Avez-vous déjà été financièrement pris au piège par une automobile ? Un véhicule que vous adoriez viscéralement, mais qui passait son temps à détruire votre compte en banque à tel point que vous ne pouviez plus l'assumer, sans pour autant réussir à trouver un acheteur assez fou pour vous la racheter ? Partagez l'histoire de ce gouffre financier dans les commentaires. Libérez-vous de ce traumatisme mécanique. La défaite de la passion face à la raison semblait donc totale, définitive, gravée dans le marbre de l'histoire industrielle. La folie orgueilleuse des ingénieurs d'Arez avait accouché d'un désastre commercial et social qui poussait la marque vers une banqueroute imminente, jusqu'à son rachat humiliant par Fiat. La logique dictait que ces voitures, haïes par ceux qu'elles avaient ruinées et mangées par la corrosion, auraient dû disparaître à tout jamais dans les broyeurs des ferrailleurs, oubliées et maudites par l'humanité entière. Pourtant, un demi-siècle plus tard, un phénomène psychologique d'une irrationalité si foudroyante frappe ces véhicules que le monde entier se remet soudainement à pleurer leur disparition. Quel est ce syndrome de Stockholm à l'échelle mondiale qui pousse la nouvelle génération à s'arracher ces tas de tôles pourrissantes à des prix indécents lors des ventes aux enchères, et pourquoi l'homme moderne est-il aujourd'hui prêt à tout pour ressentir à nouveau la douleur exacte que l'Alfetta infligeait à ses propriétaires ? Le temps est un filtre impitoyable qui déforme la réalité pour l'adoucir. 50 ans ont passé depuis que les premières Alfetta ont posé leur gomme sur l'asphalte. Les broyeurs des casses automobiles ont fait leur œuvre, digérant des milliers de tonnes d'acier soviétique oxydé et de carrosseries mutilées. Les familles ont fini par éponger leurs dettes. Les mécaniciens qui s'étaient brisé les mains et les nerfs sur les freins inboard cachés au fond du châssis sont aujourd'hui à la retraite, leurs cicatrices effacées. La logique la plus froide, la plus cartésienne, exigerait que cette berline maudite, cette sangsue financière qui a brisé des foyers, soit jetée dans les oubliettes de la honte industrielle et définitivement radiée de nos mémoires. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, si vous parcourez les allées des ventes aux enchères les plus prestigieuses du monde, vous assisterez à un phénomène psychiatrique fascinant.
Les sages berlines françaises des années 70, ces fiables et increvables boîtes à tout faire qui ne tombaient jamais en panne et qui arboraient fièrement leurs grands haillons, se négocient pour une poignée d'euros dans l'indifférence générale. À côté d'elles, les rares exemplaires survivants de l'Alfa Romeo Alfetta, ceux qui ont miraculeusement échappé à la putréfaction de la tôle, s'arrachent à des prix absolument indécents. Des collectionneurs fortunés, souvent les mêmes hommes qui ont vu leur père pleurer de rage devant un capot fumant dans leur enfance, se battent à coups de dizaines de milliers d'euros pour acquérir ces nids à problème. Comment expliquer ce vertigineux syndrome de Stockholm à l'échelle planétaire ? Pourquoi l'homme moderne est-il soudainement prêt à payer une véritable fortune pour ressentir à nouveau la douleur exacte que l'Alfetta infligeait jadis à ses propriétaires ? La réponse ne se trouve pas sous le capot de l'italienne. La réponse se trouve dans le silence effrayant de la voiture qui est garée en bas de chez vous aujourd'hui. L'industrie automobile contemporaine a réussi le tour de force technologique absolu. Elle a éradiqué la panne. Elle a vaincu la rouille. Elle a éliminé l'imprévu. Vous signez un chèque pour un véhicule moderne, souvent un lourd SUV hybride ou électrique, et vous obtenez la perfection stérile. La carrosserie est galvanisée et garantit 10 ans contre la corrosion. Le moteur, étouffé sous des couches de plastique insonorisant et géré par des dizaines de processeurs, ne fait plus le moindre bruit, ne vibre plus, ne consomme plus une goutte d'huile. L'habitacle est une salle d'attente de clinique dentaire, tapissée d'écrans tactiles froids et de lumière d'ambiance. La boîte de vitesse automatique égrène ses 9 rapports sans le moindre à-coup, lissant la route, effaçant le relief. Vous êtes transporté, massé, assisté, corrigé si vous franchissez une ligne blanche, freiné automatiquement si vous vous approchez trop près d'un obstacle. C'est la victoire incontestable de la raison, de la sécurité et du confort. Et c'est d'un ennui viscéral, total, mortel. Nous avons mécaniquement, sciemment industrialisé la mort de la sensation. En aseptisant l'automobile pour la rendre infaillible, les ingénieurs modernes ont arraché l'âme de la machine. Conduire n'est plus un acte de pilotage, un corps à corps sensuel avec la matière. C'est devenu une simple formalité administrative, un déplacement passif d'un point A à un point B. Nous sommes devenus les prisonniers volontaires et anesthésiés d'algorithmes de rentabilité et de sécurité. C'est dans ce désert émotionnel que l'Alfetta prend sa revanche éclatante. Elle n'était pas un simple moyen de transport. C'était une créature vivante, organique, avec ses humeurs, ses accès de rage et ses faiblesses pathétiques. L'art de la douleur qu'elle imposait était le prix incompressible exigé pour accéder à la catharsis. Le propriétaire qui passait des week-ends entiers allongé sur le béton glacé de son garage, les mains noires de cambouis, a réglé désespérément une tringlerie de boîte de vitesse rétive ou a traqué un faux contact électrique introuvable, gagné le droit sacré de réveiller le monstre. Lorsqu'il réussissait enfin à démarrer le Bialbero, que les carburateurs aspiraient l'air frais dans un râle métallique et qu'il s'élançait sur une route de montagne déserte, la rédemption était absolue. Pendant 10 minutes de grâce balistique, le système transaxle collait la voiture au bitume avec une magie défiant la gravité terrestre. L'essieu d'Eudion martelait l'asphalte, la direction retransmettait chaque grain de sable, chaque imperfection de la chaussée dans la paume de ses mains nues, et le moteur en aluminium hurlait sa joie à plus de 6000 tours par minute. Pendant ces 10 minutes d'extase charnelle au bord de la rupture d'adhérence, les factures sanglantes du garagiste, les moqueries mesquines des voisins en Renault Sixteen et l'angoisse viscérale de la panne s'évaporaient instantanément. L'homme et la machine ne faisaient qu'un. L'Alfetta était une drogue dure, toxique, ruineuse, mais elle vous faisait vous sentir extraordinairement, violemment en vie. Aujourd'hui, acheter et restaurer une telle machine est un acte conscient de masochisme romantique. C'est un refus catégorique de se soumettre à la dictature de l'insensibilité moderne. Nous avons pardonné à l'Italie ses métaux poubelles et ses factures indécentes, car nous avons enfin compris avec le recul que la perfection absolue est, au fond, la forme la plus insidieuse de la médiocrité. Posez-vous la question en regardant la clé informatisée de votre propre véhicule.
Seriez-vous prêt demain matin à échanger votre voiture moderne, avec son grand écran tactile, sa garantie constructeur de 5 ans et sa certitude mathématique de démarrer chaque matin sans broncher, contre cette maîtresse italienne caractérielle qui va dévorer vos économies et vous laisser en plan sous la pluie, mais qui va vous arracher des larmes de joie pure à chaque courbe? Avez-vous définitivement capitulé face au pragmatisme bourgeois ou reste-t-il au fond de vous cette part d'égoïsme charnel qui exige de vibrer au volant, quitte à en souffrir? Répondez-moi avec une honnêteté brutale dans les commentaires. La passion a été sacrifiée. Les ingénieurs flamboyants d'Arez ont été remplacés par des comptables froids et l'illusion de la fiabilité absolue s'est abattue sur nos routes modernes comme une chape de plomb. Vous pensez avoir gagné au change. Vous pensez sincèrement que la disparition de cette vieille mécanique italienne capricieuse et de sa rouille fulgurante vous a mis définitivement à l'abri de la ruine financière et des sueurs froides sur la bande d'arrêt d'urgence? C'est l'erreur de jugement la plus monumentale et la plus dangereuse de votre vie de conducteur. En croyant fuir les caprices d'une mécanique artisanale et passionnelle, vous vous êtes jeté aveuglément dans la gueule d'un monstre infiniment plus cynique. Alors que l'Alfa Romeo se décomposait par erreur ou par manque de moyens, un gigantesque constructeur européen, réputé dans le monde entier pour sa fiabilité irréprochable et son prestige inviolable, était en train de concevoir dans le secret de ses laboratoires ultramodernes un moteur d'une perversité absolue. Un moteur pensé, calculé et programmé pour littéralement dévorer ses propres entrailles par l'intérieur, pulvériser ses soupapes et anéantir le compte en banque de millions de familles confiantes exactement au moment précis où la garantie constructeur arriverait à expiration. Quel est ce moteur de l'apocalypse qui se cache très probablement en ce moment même sous le capot de la voiture parfaitement silencieuse et prétendument fiable qui est garée dans votre allée, prêt à se disloquer au prochain tour de clé?